Voilà, juste 25 ans, j'ai pu acheter un bout de terrain en empruntant une somme de 1500 marks. Et j'ai bâti cette usine de goudron et de teinture. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 70 chimistes, environ 3000 ouvriers, et nous avons un capital qui frôle les 10 millions de marks. Vendredi à 20h30 sur FR3, Les Liens du sang. La série la plus prestigieuse et la plus chère jamais coproduite par les télévisions européennes. Grandeur et passion d'une famille allemande au destin lié à l'histoire de ce siècle. Aussi lèverai-je mon verre à votre santé, père. Je ne t'ai pas oublié. Je t'ai détesté. Les Liens du sang. Saga d'une dynastie industrielle. Une guerre qui se serait achevée depuis longtemps déjà, si des fous comme moi ne s'en étaient pas mêlés. Avec Burt Lancaster, Julie Christie, Bruno Gams, Cyrielle Claire. Les Liens du sang, une somptueuse fresque en 10 épisodes, tous les vendredis à 20h30 sur FR3. C'est trop tôt. Dans toute initiative, les difficultés ne manquent pas. Trop jeune, trop petit. Pas plus que les gens pour vous mettre en garde. Dans toute initiative, ce qui manque, ce sont les gens pour vous aider. Au Crédit Agricole, nous mettons tout notre bon sens en action pour vous aider à démarrer dans la vie. Crédit Agricole, le bon sens en action. Try to remember when life was so tender. Carte noire. That dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender. Carte noire. Un café nommé Désir. Quand c'est le jour des raviolis, vite ils accourent, ils sont ravis, tous les amis de Buitoni, car sur la table, c'est comme en Italie, les raviolis, c'est bon en Buitoni. Ravioli, Buitoni. Bon appétit. Depuis que je te connais, tu es toujours parfait, c'est vrai. J'ai toujours envie de toi, Camembert et Lévire. Une envie vraie. Il a misé 1 million sur le noir, le rouge est sorti. Il a épousé une créature de rêve, sa vie conjugale est un cauchemar. Il a placé toute sa fortune en or, le cours s'est effondré. Mais il a une Golf. On ne peut tout de même pas se tromper tout le temps. Moi je suis la fraise. Et moi le cassis. Nous sommes les fruisanes. Les fruisanes de la tisanière. Ça infruise. Les étudiants voudraient me faire croire que les pastilles Vicks au menthol et à l'eucalyptus adoucissent la gorge, soit, mais aussi rafraîchissent le nez. La gorge, oui, mais le nez, c'est jeune. Mais c'est vrai, les pastilles Vicks adoucissent la gorge et aussi rafraîchissent le nez. Ah, ils sont bien les jeunes de maintenant. Lire les précautions d'emploi. L'Amérique d'aujourd'hui est complètement Pepsi. Voici 2 scènes de ménage. À gauche, un détergent. Ça lave, mais c'est pas brillant. À droite, une cire. Ça brille, mais ça ne lave pas.
Alors voici Nubril Brillance. Nubril Brillance lave comme un détergent et fait briller comme une cire, en même temps et en un seul geste. Nubril Brillance, ça lave et ça brille en même temps. Pour mes cotisations, maintenant, je timbre. Envoyer, c'est timbré. Pour mes cotisations, je timbre. Colette, Babette, Rosette n'avaient pas le cœur en fait. Roger les trouva là et il leur donna au caramel, à la vanille, au chocolat, on adore ça. Créola de Chambourcy, un dessert comme ça, on adore ça. Jacqueline Alexandre, soir 3. Paris, première audience du procès Abdallah dans un palais de justice transformé en place forte. Cette audience n'a duré que 2 heures. Georges Ibrahim Abdallah a déclaré forfait après une longue tirade politique apprise par cœur. Versailles, journée d'interrogatoire pour les 4 dirigeants d'Action Directe arrêtés après le coup de filet de la police à Vitry-aux-Loges. Les 4 terroristes semblent avoir adopté une tactique commune, le silence. Beyrouth, 7000 soldats syriens sont entrés dans Beyrouth. Ils ont pris position dans la capitale libanaise. Et sur la périphérie de la ville, y a-t-il eu un feu vert tacite des Israéliens et des Américains? Nous tenterons de répondre à cette question. Enfin, journée télévisée en France, puisque aujourd'hui, la CNCL a donné la 5 au groupe Hersant Berlusconi et enfin la 6 qui est attribuée à la CLT Lyonnaise des Eaux. Bonsoir. Je vous propose pour commencer ce journal une image de bonheur et de chaleur humaine. On parlait de sa libération depuis des semaines. On finissait par douter de la parole de Gorbatchev. Eh bien, le voici, Yossif Begoun. Il est sorti, c'est un homme libre. Il a reçu un accueil triomphal à la gare de Kazan où ses amis réfusniques étaient venus l'attendre. Le dissident juif va poursuivre sa lutte. Vous allez voir maintenant une deuxième séquence, mais alors cette fois-ci tout à fait différente, à Paris, une ville sous tension pour l'ouverture du procès d'Ibrahim Abdallah. Depuis quelques jours déjà, et pour toute la durée du procès, Paris est sur pied de guerre, les forces de police quadrillent la capitale et en particulier les abords du palais de justice. La première audience du procès de Georges Ibrahim Abdallah, chef présumé des fractions armées révolutionnaires libanaises, les FARL, n'aura duré que 2 heures. 2 heures. À 15h30, Abdallah quittait la salle d'audience. Le récit de la première journée, Jacques Bell. Un bref échange en ouverture de séance entre le président, Maurice Colomb, et l'accusé, Georges Ibrahim Abdallah, résume à lui seul cette première audience. Je vais vous demander votre identité. Je suis un combattant arabe. Votre profession. Je suis un combattant arabe. Le ton est donné entre le chef présumé des fractions armées révolutionnaires libanaises et les 7 magistrats, 5 hommes et 2 femmes qui composent cette cour d'assises spéciale. Ce sera un dialogue de sourds. En veste kaki, le regard attentif, la barbe fournie, Georges Ibrahim Abdallah écoute l'énoncé des témoins. Beaucoup sont absents. Georges Kijman, l'avocat de la partie civile, s'insurge et souhaite à ces derniers une meilleure santé morale. Jacques Vergès, l'avocat de la défense, sourit. Georges Ibrahim Abdallah ne bronche pas. On attend sa déclaration. Elle arrive sous la forme d'un long monologue de 20 minutes, débité d'une voix monocorde. Un discours appris par cœur et qui accentue davantage encore le décalage entre l'accusé et ceux qui ont pour charge de le juger. Georges Ibrahim Abdallah ne parle que du drame libanais et de sa haine des États-Unis. Et puis, il quitte la salle d'audience comme indifférent aux faits qui lui sont reprochés. L'accusation de complicité d'assassinat de 2 diplomates. Des faits dont il sera longuement question dès demain, mais Georges Ibrahim Abdallah, lui, ne sera pas là. Il ne reviendra sans doute que le 3 mars pour entendre le verdict de la Cour. Georges Ibrahim Abdallah a eu un itinéraire de professionnel de l'action violente. Le 10 juillet 1986, il avait été condamné à Lyon à 4 ans de prison pour association de malfaiteurs et détention d'armes.
Pour quelle raison était-il aujourd'hui dans le box des accusés, Émilie Rafoul? Georges Ibrahim Abdallah est jugé par la cour d'assises pour plusieurs affaires. D'abord, l'assassinat de 2 diplomates à Paris en 1982. L'Américain Charles Ray en janvier et l'Israélien Yaakov Bar-Simentov en avril. Pour ces 2 meurtres, Georges Ibrahim Abdallah est accusé de complicité. Peu de preuves dans ces dossiers, plutôt des présomptions, notamment l'arme des crimes retrouvée dans l'une des caches utilisées par Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah devra également répondre de la tentative d'assassinat en 1984 de Robert Home, le consul américain à Strasbourg. Là, sa participation serait plus nette puisque c'est lui qui aurait acheté la voiture ayant servi à l'opération. De plus, on a retrouvé dans cette voiture un plan de Strasbourg annoté de sa propre main à l'emplacement du domicile du consul américain. Chef présumé des FARL, les fractions armées révolutionnaires libanaises, Georges Ibrahim Abdallah a toujours refusé de s'expliquer sur les faits précis qui lui sont reprochés. Depuis son arrestation à Lyon en octobre 1984, il ne tient qu'un seul discours, il l'a encore fait aujourd'hui. « Je suis un militant révolutionnaire », dit-il, un simple combattant arabe. Les Abdallah, c'est une famille, un clan dans le nord du Liban. Un clan et tout un village. Koubayat, notre envoyé spécial Joël Hazard vient d'y passer 2 jours. Au fin fond du nord Liban, l'étrange village sanctuaire des Abdallah retient son souffle. Dans l'attente du verdict de la justice française, Koubayat s'est muré dans un inquiétant silence. Les frères Abdallah se terrent. Leurs amis d'enfance restent muets. Au bout de ce chemin, sur la droite, le toit de la masure des Abdallah, la mer disparaît à la vue de la caméra. Le village obéit en fait aux consignes de discrétion imposées par les Syriens. Depuis les derniers attentats de Paris, il vit sous haute surveillance. Les Mourabarat, les services de renseignement syriens, sont omniprésents. Koubayat se tait, mais n'en pense pas moins. On est patriotique, on est fanatique à notre patriotisme. On est libanais, on est arabe, on considère Israël comme un pays usurpateur. On a plein de droits et plein de raisons de l'attaquer et même de l'anéantir. Nous avons... On ne peut pas considérer Georges Abdallah comme un terroriste. Non, on peut le considérer comme un citoyen libanais, arabe, n'est-ce pas, fidèle à son pays, fidèle à son idéologie, n'est-ce pas? Et c'est un athlète, non pas un terroriste. Dans ces montagnes du Hakka, repère de tous les hors-la-loi à travers l'histoire, on vit depuis toujours au rythme de l'idéologie du proche voisin syrien. Et le chrétien marxiste-léniniste Georges Ibrahim Abdallah a fait d'ici ses classes dans la mouvance syrienne et palestinienne avant de créer les fractions armées révolutionnaires libanaises. Comme dans tout le nord Liban et la Beka, les Libanais de Koubayat n'ont connu que le militantisme de rigueur. La question de Georges Abdallah n'est pas question de loi ou bien question de tribunal, question de politique. On va voir la situation de l'Amérique, la situation d'Israël et les pressions que ces États vont pratiquer contre la France. Les habitants de Koubayat ont déjà jugé Georges Ibrahim Abdallah. Ils ne connaissent que leurs lois et il est des leurs. Alors coupable ou innocent des crimes dont on peut l'accuser, ils l'ont par avance acquitté. La famille internationale du terrorisme comporte plusieurs branches. Action directe, les FARL, libanaises, mais aussi, entre autres, l'Asala, armée secrète de libération arménienne. Et c'est l'Asala qui a menacé de reprendre les attentats en France il y a quelque temps. Quelque part au Liban, l'Asala s'entraîne. Francine Raymond. On est ici à quelques kilomètres de Beyrouth, probablement dans la plaine de la Beka. Le journaliste autorisé à filmer les militants de l'Asala à l'entraînement a été conduit dans ce camp les yeux bandés. Il ne sait pas où il est. On lui demandera de filmer et de photographier sans jamais se retourner. Ce jour-là s'entraînent dans le camp une quinzaine de militants de l'Asala. Sur leur cagoule, un insigne représentant la carte de l'Arménie. Au mur, les photos de leurs martyrs. En 1975, l'Asala fait parler d'elle pour la première fois avec l'assassinat de 2 ambassadeurs turcs en Europe. Depuis, l'organisation clandestine est allée de crise en scission. Aujourd'hui, c'est une des branches de l'armée secrète arménienne qui s'entraîne ici, au Liban.
une branche qui se situerait dans la mouvance de certains groupes terroristes du Proche-Orient et bénéficierait des mêmes soutiens logistiques. D'ailleurs, la Sala n'a-t-elle pas récemment réclamé dans plusieurs communiqués la libération de 3 de ses camarades emprisonnés en France, Varouche Garbidjian, Anis Nakache et Georges Ibrahim Abdallah. 48 heures après leur arrestation, les 4 dirigeants du groupe Action Directe ont été transférés de Versailles au quai des Orfèvres à Paris. Le plus grand secret entoure leur interrogatoire. Il s'agit pour la police de remonter toute la filière. La moindre révélation risquerait de compromettre l'enquête. On ne sait toujours pas ce soir qui a dénoncé Rouillant et ses complices sur place dans le petit village de Vitry-aux-Loges. Les langues commencent à se délier. Nous avons voulu savoir comment ces 4 personnages, qui malgré tout menaient une vie à part, il faut bien le dire, n'ont jamais éveillé le moindre soupçon. Pierre Bouchenot, FR3 Centre. À 1h30 de Paris, en pleine forêt d'Orléans, 2800 hectares surveillés en tout et pour tout par 10 gendarmes, un village où passer inaperçu est facile. À Vitry-aux-Loges, la moitié de la population en effet ne vient que le week-end. Nathalie Ménigon avait choisi de n'entretenir des contacts privilégiés qu'avec ses voisins agriculteurs. Oui, elle venait chez nous, elle venait traire les vaches avec moi. Très très gentille, et je vous dis, elle amenait des gâteaux, elle faisait tout, des crottes de chocolat, tout comme notre Noël, très 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 gentil. C'est des voisins que vous allez regretter en fait. Ah oui, vraiment. Par contre, leur plus proche voisin, parce qu'il était témoin de leur rythme de vie, se posait lui des questions. On a eu beaucoup de soupçons, il y a longtemps, Quand on dit ces gens-là, ils vivent de quelque chose, pas qu'ils travaillent dans la journée, il y a quand même quelque chose. On dit soit de la drogue, soit autre chose. Et si vous aviez vu leurs photos, par exemple, dans le journal? On a vu des photos, mais on n'y a pas porté attention. Oui. C'est ça qui est... Sinon, qu'est-ce que vous auriez fait? Ah, là, je peux pas vous répondre là-dessus. Non loin de là, dans le Cher, nous avons retrouvé l'oncle de Nathalie Ménigon. Pour lui, qui est maire de son petit village, avoir une nièce terroriste, c'est une lourde épreuve. Gérard Pinson. Là, c'est elle en bas, là, je l'aurais pas reconnue. Là. Ah oui, ça, je l'aurais pas reconnue. Mais là, moi, je pense que le grand malheur, il est venu de la perte de sa mère, quand sa mère est morte. Parce que sa mère, c'était quand même une femme qui avait de l'envergure et puis de la personnalité. Et je pense que si la mère, elle avait été là, elle l'aurait bridée. Ah oui, je l'ai affiché, oui. D'ailleurs, ça vous a fait mal, l'afficher? Oui, pendant 2 jours, ça m'a perturbé un peu. D'ailleurs, j'avais même, pendant un moment, j'avais presque envie de demander au préfet de toute façon, en réfléchissant, j'ai dit, il n'y a pas, faut y aller. Mais enfin, vraiment, j'étais 2 jours que ça m'a perturbé un peu. Depuis 81, depuis qu'elle était recherchée. Si vous l'aviez vue, qu'est-ce que vous auriez fait? C'est une question de conscience, c'est une question... Là, je serais peut-être... Je pense... Je ne peux pas vous dire la réaction que j'aurais eue, je ne sais pas. Le terrorisme en Europe, ça n'est hélas pas uniquement en France, même si nous sommes actuellement aux premières loges. Il nous a semblé intéressant de regarder comment nos confrères, correspondants de République fédérale et d'Italie à Paris, ont traité la question. C'est une démarche que nous aurons souvent à Soir 3, avec Marc Mémon qui a recueilli leur avis. Guten Abend, verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Der französischen Polizei ist On a les mêmes problèmes avec le terrorisme en Allemagne. Heureusement, aujourd'hui, le succès de l'un, c'est aussi un peu le succès de l'autre. Par exemple, la police allemande est très très attentive d'obtenir des informations concrètes sur les liens entre Action Directe et notre terrorisme. In un solo colpo la polizia francese ha arrestato I capi storici del gruppo terroristico. Ça, c'est une chose très importante pour la France. Je crois que le terrorisme français, d'ailleurs, vis-à-vis de ce qu'a été le terrorisme en Italie pendant les années de plomb, a une différence de marque, c'est que le terrorisme français n'a pas la même zone autour de sympathie, de complaisance dont pouvaient jouir les terroristes italiens. L'arrestation des 4 membres d'Action Directe, saluée à l'unanimité par tous les partis politiques, a déclenché une polémique à la suite des déclarations de messieurs Toubon et Perfit qui reprochent à l'ancienne majorité socialiste d'avoir amnistié Jean-Marc Rouillant en mai 1984. Le président de la République, en voyage aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme, a tenu à préciser « Je n'ai jamais gracié de terroriste. L'amnistie est traditionnelle lorsqu'un nouveau président de la République vient d'être élu.
À l'époque, Rouillant n'était pas condamné, il était inculpé pour encourir une peine qui entrait dans la loi d'amnistie. Des terroristes qui ont commis, on peut le penser, de nombreux crimes, ont été arrêtés. À quoi doit-on penser d'abord? À se réjouir et à remercier les services de police qui ont accompli cette réussite. Après des années d'efforts. Ensuite, à unir les Français, parce que la lutte contre le terrorisme est loin d'être terminée. Je répète donc que songer tout aussitôt à lancer des polémiques bassement politiciennes, c'est une extrême légèreté, meilleure hypothèse, ou une extrême indignité. Le président de la République était donc en Auvergne aujourd'hui, à Valls-sous-Châteauneuf plus précisément. C'est un village qui avait massivement voté pour lui. Et je crois qu'il s'est également rendu à Superbès, oui c'est ça, dans une station de sport d'hiver auvergnate. La journée de François Mitterrand par André Hell. Si au centre de la France, le président de la République s'est servi de l'exemple de l'Auvergne pour inciter les Français à l'effort et au rassemblement, c'est d'abord avec Valls-sous-Châteauneuf qu'il avait rendez-vous. Valls-sous-Châteauneuf, déjà invité à l'Élysée le 14 juillet dernier, mais aussi une particularité, puisque c'est le canton de France qui, après Château-Chinon, a le plus voté à gauche en 81. Mais aujourd'hui, le message de François Mitterrand s'adressait à tous. Ma charge à moi est d'inviter l'ensemble des Français à se rassembler pour les grandes causes. Confirmation ensuite au point culminant du Massif central pour redire qu'il faut préparer le pays aux années qui viennent, en ayant la volonté de l'effort, mais aussi la volonté de n'exclure personne. J'aime voir la France sous cet aspect, celui de l'effort et celui de la réussite. Quand l'effort est couronné de réussite, alors on peut penser qu'il s'agit d'un pays en marche. On peut mesurer ce que l'on fait. On peut constater le fruit de son travail. Les manques, les insuffisances, mais aussi les réussites. Une journée qui s'est déroulée en présence de parlementaires socialistes, mais aussi de la majorité. Un absent de marque cependant, élu d'Auvergne, Valéry Giscard d'Estaing, en déplacement dans le sud-ouest. Fin du premier épisode dans le feuilleton intitulé « La télévision et la course à la télévision et à l'attribution des chaînes ». Eh bien, le tandem Hersant-Berlusconi vient d'être désigné par la CNCL pour la reprise de la 5e chaîne. On sait déjà que cette 5e chaîne, nouvelle version, se veut directement concurrente des 3 grandes chaînes déjà existantes. Pour y parvenir, des installations extrêmement modernes, et on pense même que ce sont les plus modernes d'Europe. 50 000 francs ont d'ores et déjà été investis dans ce complexe que Jean-Pierre Quinson nous fait visiter. TVES, c'est d'abord l'introduction en France de l'informatique dans le journalisme télévisé. Moins de papier, moins de notes, bref, le règne du clavier et de l'écran. Alors, le travail du journaliste va un petit peu être modifié, c'est-à-dire qu'il va prendre conscience de sa responsabilité, c'est-à-dire que l'information qu'il possède dans sa tête, il va devoir l'inscrire dans cet ordinateur pour permettre à toute la technique qui est chargée de la production de cette image, de son reportage, de pouvoir avoir cette information. TVES est aussi un espace de 500 mètres carrés regroupant en un même lieu les journalistes, les présentateurs et les techniciens. Nous avons actuellement ce qui se fait de mieux, on peut le dire, en Europe au point de vue technique. Et nous avons des visites de télévision australiennes, japonaises, américaines, anglaises, allemandes, italiennes qui sont venues voir un peu nos installations. Informatisation très poussée dans la production finale. Chaque opération nécessaire est mémorisée et déclenchée automatiquement. De même, un système dit bêta-carte que l'on voit ici, unique en France, permet la gestion informatique des écrans publicitaires. Dès septembre, un studio de production publique de 330 mètres carrés viendra s'ajouter au complexe, un investissement supplémentaire de 40 millions de francs. La CNCL a également été attribuée aujourd'hui
Et cette fois, c'est la 6e chaîne qui a été traitée par la CNCL. Et oui, à la CLT, à la Lyonnaise des Eaux, dont le projet est présidé par Jean Drucker. Il s'agit en fait d'un projet de chaîne généraliste, comme la 5, c'est-à-dire avec information, la concurrence risque d'être vive, Jean-Luc Mertens. Il y aura en effet à peine son projet déposé pour la 5, Robert Hersan avait quasiment fait pression sur la CNCL en déclarant qu'il n'y avait pas de place pour une autre chaîne généraliste. En clair, la 6 devait rester musicale, ne pas faire d'information, le marché publicitaire serait alors préservé et moi, Robert Hersan, je pourrais faire prospérer la 5. Mais déception, la CNCL ne l'a pas écouté. Certes, elle lui donne la 5, mais aussi un concurrent en attribuant la 6 à un autre projet généraliste, Métropole TV, présenté par Jean Drucker pour la CLT et la Lyonnaise des Eaux. Le risque est double. Le marché publicitaire sera-t-il suffisant pour toutes les chaînes? Ne va-t-on pas vers une guerre au terme de laquelle une chaîne française serait de trop? Un véritable 6e choix aux Français, je vous remercie. Nous avons fait des études tout à fait sérieuses, vous l'imaginez, qui prouvent au contraire que le marché publicitaire en France est un marché notoirement sous-développé pour l'instant, qu'il existe de très grandes possibilités à cet égard et j'ai bon espoir que nous trouvions sur ce marché notre place. Vous ne pensez pas qu'il y aura une chaîne de trop? Je ne le pense pas. Dernier acte de cette lourde journée, au siège de la CNCL, le dépôt des dossiers pour la reprise de TF1. Une vedette à 20h, Francis Bouygues. Il a réussi son tour de table, 18 partenaires. Il est l'actionnaire principal avec 25% du capital. Son second, le groupe de presse anglais Maxwell. Un Francis Bouygues content de lui, de son projet, de son slogan. Pour moi, la une restera la une. Bref, une TF1 comme une télévision de maçons, la concurrence, le groupe achète bien sûr, mais viendra-t-il? Clôture du dépôt des dossiers à minuit. L'ordre règne à Beyrouth-Ouest, et provisoirement en tout cas la paix syrienne. 7000 soldats syriens ont en effet pris position pour rétablir le calme dans la capitale libanaise, livrée depuis plus d'une semaine à la guerre des milices. On a entendu quelques tirs sporadiques la nuit dernière. Aujourd'hui, les miliciens se sont retranchés dans leurs quartiers généraux. Les Druzes ont tout de même tiré ce soir sur des Syriens. Cette opération militaire syrienne de très grande envergure n'a pas suscité beaucoup de réactions dans le monde politique, comme si cela arrangeait un petit peu tout le monde. Gérard Jonchet. Eh bien écoutez Jacqueline, si les troupes de Damas ont pu revenir en force dans un secteur qu'elles avaient dû évacuer en 1982, c'est que Damas a reçu au minimum l'assurance qu'Israël ne s'y opposerait pas. À condition, bien sûr, que l'armée syrienne respecte une certaine ligne rouge. C'est d'ailleurs ce que confirment certaines informations venant de Jérusalem et faisant état d'un message que Damas a fait parvenir dès vendredi au gouvernement israélien par l'entremise des États-Unis, message assurant que l'armée syrienne ne s'aventurait pas au sud Liban. Alors, cette limite étant posée, on voit parfaitement le profit que peuvent tirer les Israéliens. La présence en force des troupes de Damas à Beyrouth lèse en effet en priorité les intérêts des deux pires ennemis d'Israël au Liban, c'est-à-dire les Palestiniens de Yasser Arafat et les intégristes chiites pro-iraniens du Hezbollah d'autre part. Maintenant, passons aux grandes puissances, si vous le voulez bien. J'ai parlé du rôle des États-Unis, jouant les facteurs depuis leur ambassade à Damas. En dépit du communiqué de principe qu'ils ont sorti hier, rappelant leur position traditionnelle, à savoir le retrait de toutes les forces étrangères du Liban, eh bien, on voit mal pourquoi, en tout cas dans un premier temps, ils seraient hostiles, devant l'inexistence de l'État libanais, à ce qu'un autre État prenne en main la situation à Beyrouth-Ouest, situation qu'ils avaient qualifiée il y a 3 semaines de chaotique par la voix de M. Schulz. D'autre part, concernant leurs otages, il leur sera possible, cette fois, de demander des comptes à la Syrie. En revanche, pour les soviétiques, le bilan est peut-être plus mitigé. Les milices communistes et druzes, alliées de l'URSS, vont devoir se retirer de Beyrouth. C'est donc un inconvénient pour Moscou, qui soutient les Palestiniens face à la Syrie. Mais en même temps, la Syrie, en tant qu'État, est le meilleur allié de l'URSS dans la région. Donc les soviétiques, vous le voyez, sont quand même dans le coup. Bien, la suite de l'actualité en bref, Philippe de Saski, avec tout d'abord le procès de Maniouk, je crois. À Jérusalem, où s'est déroulée la première confrontation en public entre 2 Maniouk et un survivant du camp de Treblinka. Ce témoin affirme reconnaître le tortionnaire nazi, surnommé Ivan le Terrible. 2 Maniouk continue, pour sa part, à nier. Le procès continuera ces jours prochains.
D'ici 2 ans, le Carmel, installé à Auschwitz en Pologne, sera fermé. L'installation de ce couvent en 1984 avait provoqué une polémique entre les autorités chrétiennes et juives. Pour les juifs, la présence de ce Carmel sur le lieu du camp de concentration, où plusieurs millions de déportés ont été assassinés, était inconcevable. Hier, 17 personnalités des 2 religions se sont donc mises d'accord pour mettre fin à ce différend. Une brève de France maintenant. Jacqueline, je suis sûre que vous aimez le soleil. Eh bien, à Tarcazone, près de Montpellier, il brille 310 jours par an. C'est donc pour cela qu'Électricité de France avait installé une centrale solaire expérimentale baptisée Thémis. Mais ce n'était pas rentable, le site avait été fermé. Aujourd'hui, il va être réouvert pour être mis à la disposition de l'Institut astrophysique de Saclay. À travers les rayons solaires captés par les miroirs, les chercheurs étudieront les radiations cosmiques, les rayons gamma. Toujours au soleil, au sud de la France, en ce moment en Avignon, Laura Denerty et Bruno Dizien vont vous surprendre avec leur danse verticale. Ils cultivent l'art d'évoluer accroché au plancher d'une salle de bain renversée. Regardez. C'est une bonne idée pour se détendre. Et pour terminer, 2 brèves sportifs. Formule 1 d'abord, Jacques Laffite se mettra en piste finalement jeudi sur le circuit de Monza en Italie pour déterminer son aptitude, après son accident dans le Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet dernier, à piloter la nouvelle Ligier. Et en rugby, Francis Haget, le 2e de ligne de Biarritz, remplace l'ex-Sois Alain Lorieux dans l'équipe de France. Lorieux s'était cassé 2 côtes dans la rencontre de Twickenham. 23 février 1957, 23 février 1987, un anniversaire record dans le théâtre. 30 ans exactement que La Cantatrice chauve et La leçon de Eugène Ionesco sont joués sans interruption dans le petit théâtre de la Huchette. Et je crois qu'à la fin de l'année, cela fera la 10 millième représentation. Michel Vial. De l'avant-garde la plus contestée, la plus confidentielle au classique et à l'institution qu'il est devenu, Eugène Ionesco a installé sa Cantatrice chauve et sa leçon sur le circuit obligé du Paris intellectuel. Cela fait donc 30 ans ce soir et 9841 représentations que, sous le rire qu'elles provoquent, ces pièces bousculent dans un délire allègre les limites de l'absurde et qu'elles révèlent le tragique sous le quotidien ordinaire. Il y avait déjà 4 ans qu'il était mort et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. Une pièce où on casse le langage. Alors les gens aiment bien casser quelque chose. C'est curieux, bizarre, étrange. Nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Dans le fond, vous êtes beaucoup amusé au théâtre. Je me suis amusé. Je me suis énervé. Je me suis amusé de nouveau. Et maintenant, je contemple tout cela avec une certaine sérénité et un certain contentement d'avoir agité et mécontenté des gens et contenté aussi certains d'autres. Quoi de neuf sur le marché financier au lendemain de la réunion des 6 à Paris? Martine Thiébaut. Le dollar, c'est quasiment... Journée de réflexion et de calme après le sommet monétaire de ce week-end. Le dollar est resté quasiment stable à Paris, mais tous restent sur leur garde après que le ministre des Finances japonais eut avoué ce matin qu'il y avait bien des clauses secrètes dans l'accord monétaire. Bourse de Paris prudente, mais bien orientée autour de la corbeille. On commentait largement l'accord du Louvre de ce week-end, mais jugé assez décevant. C'est l'effet Airbus qui a donné un coup de pouce au marché. Wall Street en baisse ce soir. La crise financière du Brésil est redoutée par le système bancaire américain. À cela s'ajoutent les suites des scandales boursiers. Le Dow Jones perd 18 points en clôture. Enfin, une bonne nouvelle pour se terminer ce journal. Il fera beau demain, c'est la météo qui le dit. Le temps se radoucit et il y aura tout de même quelques nuages au nord de la Seine et quelques petites ondées vers l'ouest. Les températures devraient s'élever partout.
Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Ouverture du procès Abdallah à Paris. La suite risque de se faire sans lui, mais il sera de toute façon jugé. Action directe, les 4 dirigeants terroristes arrêtés il y a 48 heures ont été transférés à Paris. Journée télévisée, la 5 attribuée à Ersan Berlusconi, la 6 à la CLT, c'est ça, et à la Lyonnaise des Eaux. Les rendez-vous de l'information pour demain, 12h15, Laure Baudouin, 19h20, Henri Sagnier, Guylaine Ottenheimer. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 22h35. Bonsoir. Portrait. Le magazine de l'information de la 3. Cette semaine, portrait de l'homme qui connaît l'homme. Yves Coppens, anthropologue. C'est mon premier enfant, si je puis dire, mon premier hominidé. Monsieur le professeur. Portrait, vendredi 21h30 sur FR3.